Bonjour à tous. On est ravis d'être devant vous pour vous présenter un sujet d'actualité. Je me présente, je suis Vincent Pessé, banquier privé tech chez Natixis Wealth Management. J'ai mon binôme à mes côtés, Simon. Aujourd'hui, on va vous présenter quelle stratégie d'exit choisir quand on est entrepreneur. Est-ce qu'on se tourne vers un fonds d'investissement? Est-ce qu'on choisit d'aller s'adosser à un industriel? Et donc, on est très content d'avoir 3 entrepreneurs à nos côtés pour parler de ce sujet. Tout à fait, Vincent. Et quels entrepreneurs? Alors, je vais d'abord présenter à ma gauche Vincent Kimbell, s'il y a encore besoin de le présenter. Vincent, tu as été avocat d'affaires. Tu as ensuite créé une start-up, puis créé la boîte Ametix que tu as vendue quelques années plus tard à un industriel qui est La Poste. Et ensuite, tu t'es associé avec le fonds d'investissement Montefiore pour créer le groupe EDG, spécialisé dans la transformation digitale. Quelques chiffres quand même, 280 millions de chiffre d'affaires, plus de 1500 talents dans ton groupe. Donc c'est assez impressionnant. Et il n'y a pas très longtemps, il y a Latour qui est rentré à ton capital. Ensuite, j'ai le plaisir de vous présenter Nicolas Van Bulow, entrepreneur aussi, puisque tu as cofondé Clipperton et tu es également banquier d'affaires. Clipperton est spécialisé dans les levées de fonds et boutique de M&A assez reconnue sur la place, sur la partie tech notamment. Et dans un contexte assez difficile l'année dernière, tu as opéré à peu près 30 opérations. Et donc pour terminer, Romain, fondateur de Income, ERP comptable. Toi, tu as levé plusieurs dizaines de millions d'euros auprès de fonds et tu t'es fait racheter par Visma. Donc, tu es le plus gros deal tech selon CF News de 2022. Je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Oui, alors l'année dernière, on avait fait une table ronde sur parler de l'hypercroissance, passer à la rentabilité. Effectivement, 2022-2023, c'était assez compliqué. Il fallait être agile, un peu hybride comme un ornithorynx, j'ai envie de dire. C'est placé, Vincent. Et du coup, Henri l'avait expliqué, on était passé, Henri Delorgeril, qui était un de mes invités, que tu connais bien, parlait d'un passage du dual track au triple track. Donc dual track, pour expliquer, c'est lancer un process avec un fonds d'investissement, donc de levée de fonds, ou avec un industriel. Et on a parlé en 2022-2023 de triple track, donc s'autofinancer, devenir rentable assez rapidement, switcher. Nicolas, pour donner un peu de contexte, qu'est-ce que tu vois depuis ce début de l'année? Est-ce qu'il y a des tendances qui émergent? Bonjour à tous, ça marche. De manière simple, qu'est-ce qu'on voit? Donc l'année 2022-23, 22 a été effectivement très lente en termes d'opérations et surtout 23. Depuis le début de l'année, les marchés se sont un peu stabilisés au niveau boursier. Donc de manière simple, on voit à nouveau des opérations qui se produisent sur les sociétés cotées, en particulier aux US. Et en France ou en Europe, il y a un peu trois familles d'opérations qu'on retrouve régulièrement. Les opérations d'acquisition faites par les grands groupes industriels, celles faites par les fonds d'investissement, parce qu'on oublie souvent que les fonds d'investissement sont des acheteurs, et celles faites de financement pour simplement prolonger la période de développement autonome des entreprises. Sur les levées de fonds, il y a extrêmement peu d'opérations qui ont redémarré depuis 12-15 mois. Ça reste une période un petit peu de purge après 2 années un peu euphoriques, peut-être excessives par certains aspects, même beaucoup d'aspects. Et donc de remise à plat un peu des économies des sociétés. Et sur le M&A, ça a été une période, disons, de grande attente. Et l'essentiel des opérations qu'on voit, nous, sont ce qu'on appelle les opérations de plateforme. Donc des fonds qui investissent sur des sociétés plateformes dont ils se servent pour faire des acquisitions. Les industriels ont été assez absents, les sociétés ne sont pas à l'échelle et eux-mêmes se sont restructurés. Donc le gros des opérations qui ont eu lieu depuis une douzaine de mois sont ces rapprochements, ces sociétés plateformes qui achètent d'autres sociétés profitables, non profitables, de toutes sortes. Donc il y a les fonds anglo-saxons qui sont spécialisés dans ce domaine. Vincent connaît ça très bien. Il fait ça un peu au quotidien. Et je pense que c'est... D'ailleurs, ce serait intéressant d'avoir ta vision sur les opérations sur le M&A, parce que tu as une lecture peut-être plus opérationnelle que le banquier et les fonds. Qu'est-ce que tu vois, toi, en termes d'activité sur ton secteur?
Alors, nous, sur notre secteur, c'est le secteur des services numériques, des services digitaux, que ce soit côté IT services ou digital marketing. Nous, c'est que des boîtes rentables et en forte croissance. Et il y a une assez forte dynamique quand même. C'est toujours très compétitif sur les deals. Donc, il faut vraiment se mettre en posture commerciale et convaincre les entrepreneurs de nous rejoindre. La plupart des mandats que tu as dans le service, tu vois bien, c'est des process compétitifs. Ça monte très haut. Les valos continuent quand même de monter. Moi, je vois pas je sais pas ce que tu en penses, je vois pas une grosse baisse dans les boîtes de services. Donc, c'est plutôt positif. Et c'est vrai que maintenant, nous, on a toujours monté ou racheté des boîtes qui étaient rentables avec un bon taux d'EBITDA sur marge brute, sur chiffre d'affaires. Et c'est vrai que depuis 18-24 mois, on se rend compte que maintenant, c'est des boîtes qui deviennent plus sexy, alors qu'avant, on demandait juste, tu fais combien de croissance, combien de chiffre d'affaires. L'EBITDA, ce n'était pas le critère numéro 1. Et j'ai l'impression que ça revient important, la rentabilité. Je pense que de manière générale, ce que la purge ou disons, le rétablissement un peu d'un certain nombre de règles depuis 2 ans, disons, a produit, c'est que les actifs se redifferencient. Les actifs se redifferencient. Donc, que tu sois dans le logiciel ou dans les sociétés de services, pour les uns, ça va être la rentabilité, pour les autres, ça va être une rule of 40 de croissance, des caractéristiques de propriété intellectuelle. Tu rediférencies les actifs entre ceux qui ont une vraie valeur stratégique ou une vraie valeur financière et ceux qui sont peut-être un petit peu plus, ont plus profité d'une dynamique conjoncturelle qui était très favorable, mais qui avait peut-être un peu moins d'actifs. Et cette différenciation entre le bon grain et l'ivraie, entre les actifs très compétitifs et les autres, se voit à nouveau davantage. Et du coup, là, je rejoins Vincent, effectivement, sur ceux qui cochent un peu les cases, comme on dit, le marché est plutôt très concurrentiel et les prix sont élevés, les process sont compétitifs. On est plutôt dans un moment où on manque de bons actifs plutôt que de transactions. Ok, merci beaucoup pour cet éclairage. Vincent ? Romain, on va revenir un peu sur ton equity story. Et j'ai 2 questions pour toi. Tu as commencé avec un fonds d'investissement et donc tu t'es fait racheter par Visma. Qu'est-ce qui a motivé cette trajectoire? Qu'est-ce qui a motivé tes choix? Et la deuxième question, qui est imbriquée dans la première, c'est tu as échangé avec un fonds d'investissement et un industriel. C'est quoi les grandes différences que tu as vues lorsque tu as interagi avec ces gens-là? Déjà, mon choix il a été motivé par la conjoncture, puisque on est en fin 2021, début 2022, et en double track, levée de fonds et adossement, dans un process compétitif, ce qui n'était pas forcément le cas en 2022. Les process étaient plutôt... on donnait une exclusivité. Moi, je n'avais pas souhaité le faire, et j'ai vécu le retournement du marché pendant mon process. C'est-à-dire qu'au départ, j'étais plutôt à aller vendre à un acteur américain. Et cet acteur s'est rétracté le jour d'aller signer la LOI parce que les marchés... C'était un fonds d'investissement ou Non, c'était un industriel américain et qui, en avril 2022, a perdu 100 milliards de valorisation en bourse en un mois. Et le board a dit plus d'acquisition alors que tout était plié. Et de fait... j'hésitais encore un petit peu et là je me suis dit il faut s'adosser. Moi j'étais pas dans la gamme de l'EBITDA, donc c'était le moment où il fallait sortir. Et la différence entre... j'ai choisi l'industriel, mais l'industriel avec un format un petit peu différent, parce que Visma c'est le leader du cloud en Europe. C'est 2,5 milliards de chiffre d'affaires, 900 millions d'EBITDA. Et c'est un modèle assez un peu vici quand même, puisqu'ils achètent, ils n'intègrent pas les sociétés. Donc ils achètent entre 50 et 80% de la société au moment qu'ils rentrent. Ils laissent les fondateurs pendant 3 à 4 ans dans la société, sur une rule of 40, et on va incentiver le dirigeant sur ses chiffres futurs. Donc il y a quand même ce côté business plan, delivery, en amenant énormément de dub, pour aider l'entrepreneur à se développer, et ce côté plateforme où justement on va faire du cross-sale, c'est aider l'entrepreneur à surpasser son business plan. Donc c'est un modèle un petit peu hybride entre les deux. C'est pas un achat intégré où je l'ai vécu dans une histoire passée où c'est pas drôle parce que l'industriel il fait tout pour pas te piller ton earn-out, puisque de toute façon il a déjà 100% de ta boîte. Là c'est pas pareil, on achète
50-70% d'une société. Et plus on va payer cher le fondateur sur ces 30% restants, plus les 70% qu'on a rachetés valent de l'argent. Et donc il y a un système vertueux où il y a un alignement des intérêts qui fait que ça marche très bien. Et c'est un modèle, Visma, 42 acquisitions l'année dernière, ça vient de lever 1 milliard d'euros à 23 fois l'EBITDA là au mois de décembre. Donc c'est un modèle extrêmement vertueux. Et la différence entre le VC qui va te demander finalement, ou le private equity, hein, on va dire, qui a un temps assez court pour valoriser la société, donc plus de croissance, plus d'EBITDA, qui va peut-être un petit peu plus forcer la main sur tes clients. Par exemple, dire, OK, là, tu as des clients qui sont mal monétisés, il faut revoir ta grille de prix, même si tu as des contrats, OK, on s'en fout, on va les casser, même s'il nous faut un procès, on y va. Et quand on est entrepreneur et qu'on a construit, surtout dans le RP, co-construit des outils avec nos clients, parce qu'on passe des années à construire un outil avec des clients, et donc forcément, quand ils ont été là au début, ils ont permis que la boîte traverse des temps difficiles, ils nous ont permis de lever des fonds avec des VC parce qu'ils nous ont amené l'attraction, ils nous ont amené le chiffre d'affaires. Dire, OK, j'ai vendu un PE, au fait, ton prix spécial que je t'avais promis à vie, en fait, tu l'oublies et ton prix va tripler, c'est pas très cool à vivre. Et donc, je pense qu'en tant que fondateur, le côté Indus, et surtout un Indus qui nous laisse beaucoup de liberté, et quand on n'a pas fini son projet, qu'il faut qu'on reste, est plus agréable que de subir une financiarisation de son entreprise qui va faire que finalement, toutes les promesses qu'on a faites à nos clients, elles partent un peu en l'air, quoi. Et ça, c'est pas très agréable quand on a développé une relation proche. Parce que moi, j'ai une tendance, j'ai même invité des clients à mon mariage, j'ai une tendance à être très proche de mes clients. Et c'est vrai que vendre à un PE, c'est un peu difficile psychologiquement parlant par rapport à un industriel qui va travailler le long terme, qui va investir sur l'asset, qui va essayer de prendre des parts de marché, qui va build up autour et qui est là, qui n'a pas un court terme en fait dans sa présence sur le marché. Voilà, merci beaucoup. Vincent, ça serait intéressant d'avoir ta vision parce que toi, c'est un peu le parcours inversé. Tu as créé Ametix, tu l'as vendu à un industriel, mais pas avec une transition comme avec Romain. Est-ce que tu peux nous revenir sur cette aventure avant qu'on revienne sur ton association avec le fonds Montefiore sur EDG? Alors c'est vrai que moi j'ai connu toutes les étapes, parce que j'ai d'abord en tant qu'avocat conseillé les entrepreneurs sur les dual track entre aller avec un industriel ou avec un fonds de private equity. Ensuite, moi-même j'ai monté une société et on a lancé un process dual track et on hésitait d'ailleurs entre aller avec un fonds de private equity ou vendre un industriel. Finalement, on a vendu un industriel au groupe La Poste. Ensuite, je suis resté 3 ans au sein du groupe La Poste. J'ai adoré l'expérience. Pour moi, ils ont réussi, alors j'utilise souvent cette phrase, ils ont réussi à nous intégrer sans nous désintégrer. Et c'est une phrase que j'utilise aussi quand maintenant c'est moi qui rachète beaucoup de boîtes. On a racheté 10 sociétés l'année dernière. Et donc j'essaye de garder ce mindset. Et moi, en tout cas, mon expérience postale, puisque j'ai été postier pendant 3 ans, ça a été exceptionnel et ça m'a permis d'observer comment fonctionnait un grand groupe. Et tout ça, je l'utilise aujourd'hui sur European Digital Group pour bien structurer et pour consolider un marché avec tout ce que j'ai vu chez DocaPost, en fait, qui était la filiale du groupe La Poste qui nous a intégrés. Donc moi, mon intégration, elle s'est très bien passée. On a continué à faire grossir la boîte. Donc en 3 ans, on a quasiment triplé la taille de la boîte. Et après, j'ai décidé de quitter au bout de 3 ans parce que il y a un petit défaut, je trouve, chez les industriels, c'est qu'une fois la période de l'earn-out, du complément de prix passée, ils n'ont plus d'outils pour bien incentiver les entrepreneurs. Et du coup, quand tu as des fonds private equity qui viennent te voir et qui te disent on va lancer un projet avec toi et tu vas avoir un meilleur incentive, beaucoup de capital du projet, c'est sûr qu'après, c'est assez tentant. Et donc, en tout cas, moi, ma session, elle s'est très bien passée. J'ai adoré la société qui nous a rachetés. J'ai beaucoup appris. Et c'est ce qui m'a permis après de faire European Digital Group. Et juste pour revenir sur la session, tu as dit que tu étais dans un dual track. Donc il y avait fonds d'investissement industriel. Qu'est-ce qui t'a fait pencher vers l'industriel? En fait, on était sur Ametix, on était 3 associés et il y a eu un vote. Et finalement, donc, on a décidé d'aller avec les industriels. C'est vrai que quand on a une société comme c'était notre cas, qui est en très forte croissance et avec une bonne rentabilité, continuer avec un fonds de private equity, c'est aussi un bon choix.
Maintenant, c'est vrai que l'industriel, il t'apporte aussi beaucoup de synergie. Nous, une fois qu'on a intégré La Poste, au bout de 3 ans, 35% de notre chiffre d'affaires, c'était avec le groupe La Poste. Donc, ils nous ont vraiment accéléré commercialement. Plus, il y avait l'ensemble du portefeuille client d'Ocapost qu'on a pas mal travaillé. Du coup, ils nous ont vraiment boosté. D'accord. Et après, du coup, tu n'as pas vendu à un fonds, mais tu t'es rattrapé en travaillant avec Montefiore, avec Eric Bismuth notamment, pour créer ce groupe EDG, où tu as internalisé aussi le M&A, donc tu fais vraiment les 3 casquettes. C'est ça. Donc après, en fait, c'est rare. C'est que c'est un fonds de private equity, au lieu de racheter une boîte, parce que j'avais peu de boîtes à vendre, il m'a dit, si tu es prêt à réinvestir une partie de tes proceeds de ta vente précédente, ben, on va lancer from scratch, de zéro, un nouveau groupe. Et donc, on a lancé European Digital Group. Et on a racheté énormément de sociétés. On a beaucoup travaillé notre croissance organique aussi, les process. Et donc, on a connu une bonne croissance. Et là, dernièrement, il y a le fonds Latour qui t'a rejoint. Donc, pareil, tu remets le haut pot avec un fonds d'investissement. Ça, en fait, un fonds de private equity, en général, il a une fenêtre d'investissement de 3 à 5 ans. Et tous les 3 à 5 ans, bah, il doit lui rendre à ses LPs, à ses investisseurs, les proceeds. Et donc, du coup, nous, dans notre cas, comme on s'entend très bien avec le fonds Montefiore, qui sont contents de notre collaboration, ils ont décidé de remettre une partie de leurs proceeds. Et en plus de ça, on a fait rentrer un autre fonds, donc Latour Capital. Ça veut dire que maintenant, on a deux fonds au capital, Latour et Montefiore, et les entrepreneurs. Et après, dans les différences entre les industriels et les fonds de private equity, et c'est ce qui fait aussi que les sociétés sous LBO, les sociétés qui ont des fonds de private equity à leur capital, elles performent mieux que d'autres acteurs de l'écosystème qui n'ont pas de fonds, parce qu'il y a un vrai partage de la valeur aussi quand un fonds rentre. Il met en place des systèmes d'incentive, de ce qu'on appelle le management package, pour motiver énormément les salariés du groupe. Nous, dans notre cas, on est 2000 personnes aujourd'hui, et il y a 250 salariés qui sont incentivés, donc qui ont des parts de la société. Et c'est vrai qu'il y a une vraie différence quand on rachète une boîte et qu'on incentive le management. Ben, il y a une énergie énorme qui arrive dans la boîte et les perfs tout de suite s'en ressentent. C'est ce que tu as mis en place en interne dans tes politiques de croissance externe. Nous, on est vraiment des grands défenseurs du partage de la valeur. Je trouve qu'il n'y a pas assez ça chez les industriels, mais les industriels, ils pourraient aussi mieux partager la valeur au sein de l'entreprise et donner des parts aux salariés et pas que reverser aux actionnaires. Par contre, chez les fonds de private equity, c'est vraiment l'état d'esprit. Et franchement, une boîte sous LBO avec des managers qui sont très incentivés, ça n'a rien à voir qu'une boîte où on n'a pas cette motivation. Je ne sais pas ce que tu en penses. Non, je suis assez d'accord que de toute façon, l'Europe a... Ce qui s'est passé en Europe depuis une quinzaine d'années maintenant, c'est la montée en charge de ce secteur du private equity. C'est vrai que les gens, notamment des startups, connaissent ça très très mal. Mais en réalité, c'est souvent dans le monde de la technologie, on oppose, on dit, bah, on trouve une bonne idée, on développe une entreprise avec des fonds d'investissement, et à la fin, on la vend à un gros groupe américain côté, une société de logiciels, un Oracle, un Google, etc. Mais en fait, c'est une vision très binaire et un peu manichéenne des choses. La réalité, c'est que le gros des acquisitions en Europe, et même aux États-Unis d'ailleurs, se font par cette espèce de couche intermédiaire d'investisseurs qui agrègent des entreprises entre elles, prennent des managers, ajoutent beaucoup de valeur eux-mêmes, de compétences à travers l'équipe d'investissement de 2-3 personnes qui travaillent sur le sujet, parfois davantage quand on est sur des gros projets. Parfois, il y a des équipes opérationnelles assez significatives dans les gros. Je pense aux gros fonds internationaux. Et ces gens-là font le travail de faire passer ces sociétés de quelques dizaines ou quelques centaines de millions de valeurs d'entreprise, quelque part de sorte de PME de la technologie, à des groupes internationaux qui pourront à terme être cotés, céder éventuellement, mais d'avoir vraiment une pérennité. Donc, je pense que c'est vraiment essentiel de comprendre qu'entre le maillon du capital risque et celui qui est très souvent connu, je pense, par la population qui est ici, il y a un maillon qu'on appelle souvent le private equity. Alors, le capital risque, c'est du private equity, mais plus mature, qui fait ce travail-là. Et historiquement, ils étaient vraiment dissociés. Et il y a tout un univers de fonds depuis une quinzaine d'années qui se sont développés d'abord aux États-Unis avec les Visma, avec les Thomas Bravo, tous ces gens-là. Puis maintenant en Europe, les gens que vous connaissez peut-être, Insight, Marlin, enfin, que tu connais bien, enfin, un certain nombre de fonds typiquement anglo-saxons qui font ce travail-là de consolidation. Et du coup, ça donne pour les entrepreneurs une nouvelle histoire, parce que moi, historiquement, comme j'ai suivi l'évolution de ce secteur, les jeunes fondateurs d'entreprises, ils n'étaient pas forcément câblés pour aller emmener une société à plusieurs centaines de millions de chiffres d'affaires. C'est très compliqué de faire ça.
là, avec l'appui de ces gens-là, on a vu une génération d'entrepreneurs qui, soudainement, au lieu d'avoir une espèce d'option binaire quand ils font 15 ou 20 millions d'ARR pour du logiciel ou quel que soit le secteur, de se dire maintenant je dois vendre et trouver un nouveau projet pour ma vie, ou faire une carrière au sein d'un grand groupe, ce que j'ai probablement pas envie de faire puisque j'ai créé une entreprise, donc c'est sans doute pas ce que je voulais faire, ont soudainement une alternative qui est de dire je vais réaliser une partie de ma fortune ou de mon investissement, mes 15 ans de travail, mais par contre, j'ai quelqu'un qui va m'appuyer pour aller chercher une étape supplémentaire et peut-être se découvrir, je l'ai vécu chez un grand nombre de CEO, se découvrir comme quelqu'un de capable et même ayant l'envie de gérer une société de plusieurs centaines de personnes. C'est très vrai ce que tu dis. Et en fait, moi, souvent, j'utilise un peu cette métaphore. C'est que quand les fonds de private equity entrent dans des sociétés mid-cap, en fait, ils rentrent dans des sociétés, c'est presque des commerçants, en fait, les entrepreneurs. Et avec un fonds de private equity, on devient capitaine d'industrie. Je trouve que, en fait, nous, Montefiore, nous ont énormément apporté dans la structuration du groupe, en M&A. Pour moi, là, ça fait 4 ans que Montefiore est un capital, c'est l'équivalent d'un MBA en M&A. Ils nous ont vraiment partagé. Alors déjà, on a 8 personnes, entre Latour et Montefiore, on a 8 personnes qui nous suivent, donc ils sont tous dans les fonds, ils sont très brillants, qui nous partagent leur expérience. C'est aussi un peu, parfois, j'ai coutume de dire, c'est un peu nos airbags de sécurité. Donc avant de prendre une décision, de décider de racheter une société, on leur demande leur avis. Et c'est vrai que quand tu as des personnes qui sont très compétentes et qui te font part de points de vigilance, ils nous ont permis d'éviter des erreurs et ils nous ont permis de prendre de très bonnes décisions. Et donc c'est vrai que l'accompagnement d'un bon fonds de private equity, ça a un énorme effet sur la société. Et moi, j'ai l'humilité de vous dire que sans l'aide de Montefiore, on n'aurait jamais eu cette croissance, on n'aurait jamais eu ce succès. Je pense qu'ils ont une vraie part de responsabilité dans ce succès. Moi, je vis un peu le meilleur des deux mondes parce que ce que vous décrivez, je le vis avec Visma. On est 16 000, mais on est 800 à avoir un management package sur le groupe. On a tout ce soutien, toute cette croissance, ce fait de faire du build-up. Sauf que je n'ai pas 3 à 5 ans de durée de vie devant moi. J'ai un groupe qui est là pour les 20 prochaines années. Et donc, je peux faire une croissance beaucoup plus sereine et beaucoup moins financiarisée. Et surtout, je fais venir d'autres entrepreneurs qui peuvent continuer à gérer leur boîte et à faire grandir leur boîte. Et sans cette pression de changer de fonds, de gérer des fonds, parce que c'est quand même un vrai travail. Et donc, en fait, je trouve qu'il y a de l'industriel qui t'intègre et qui, finalement, fait un peu disparaître ton âme, tes valeurs de société, etc. Tu as le PE, qui est une très bonne école et qui te permet de grandir, mais qui est aussi hyper challenging parce qu'il faut se refinancer, faut payer, parce que ça coûte cher l'argent qu'on emprunte pour faire du build-up et du M&A. Donc, il faut aller vraiment cracher beaucoup d'EBITDA. C'est compliqué d'aller chercher des assets technologiques qui ont finalement un ROI qui est un peu plus sur le long cours. Alors qu'il y a aujourd'hui des industriels qui font un peu le meilleur des deux mondes, qui permettent de travailler sur le long terme, mais qui permettent aussi de vivre ça et de grandir. Tu as raison, parce que j'ai parlé que des points positifs, mais alors les points de vigilance, quand tu as un fonds de private equity, forcément tu as de la pression parce que tu lèves une dette, donc il faut rembourser, donc du coup tu as quand même de la pression. Et effectivement, comme je vous l'ai dit, un fonds, il a une stratégie sur 3 à 5 ans. Donc du coup, là, comme je suis en tout début de cycle, j'ai le temps de mettre en place ma stratégie. Mais c'est clair que dans 3-4 ans, ils vont commencer à nous dire, on réfléchit au next move. Après, ça permet aussi aux entrepreneurs qui nous ont rejoints, tous les 3 à 5 ans, d'avoir une fenêtre de liquidité, de sécuriser une partie de leur patrimoine et ensuite de continuer l'aventure. Et moi, ma grande fierté chez EDG, c'est qu'il y a 40 entrepreneurs qui nous ont rejoints. Et là, lors du dernier LBO, donc du mois dernier, j'ai 100% des entrepreneurs qui ont réinvesti à nos côtés au moins 50% de leurs proceeds. Donc, puisque Simon va me poser une question tout à l'heure, donc je vais l'anticiper sur le sujet parce que j'ai pas envie qu'il parle en fait. J'ai remarqué qu'il te prend ton rôle d'animateur. Oui, en fait c'est l'animateur, c'est Nicolas. Voilà, c'est moi l'animateur. Je voulais dire, comme tu es dans les coulisses du M&A, toi comment tu conseilles tes entrepreneurs dans ce cadre-là? Pourquoi aller vers un industriel? Est-ce que tu regardes la philosophie de l'entrepreneur? Raconte-nous un peu quand tu écoutes les deux discussions, ça répond un peu à la question. En fait, je pense que la première question quand on rencontre une situation, une entreprise, quelqu'un qui vient nous voir, j'ai envie de me vendre, ou j'ai envie de lever des fonds, ou j'ai envie de m'adosser, ou j'ai envie de faire du M&A, peu importe. La première question qu'il faut se poser, c'est ce dont la personne, le manager, a envie. Et des gens, ils sont fatigués,
ils ont envie de changer de vie. D'autres gens, ils sont un peu perdus. Ils savent qu'ils sont à une asymptote, soit parce que leur technologie, leurs produits, leur entreprise, leur capacité, ils arrivent un peu au bout de ce qu'ils savent faire. D'autres, c'est leur marché qui est problématique. Voilà, il est petit, il est étroit, ils ont saturé le marché français, il faut qu'ils aillent en Allemagne, ils ont saturé l'Europe, il faut aller aux US. Il y a un changement de dimension qu'ils ne savent pas gérer. Donc la première question, c'est qu'est-ce que tu as envie de faire? Et ça, c'est la base. Ensuite, tu as des actionnaires et il faut quand même se poser la question de ce qu'ils veulent. C'est la deuxième contrainte. Et la troisième, c'est de regarder en face, de l'autre côté, ce que tu peux faire avec cet actif. Donc ça, c'est la contrainte externe. Donc nous, c'est la réconciliation de ces trois problématiques qu'on essaie d'adresser. Mais le point de l'entrepreneur, ce dont il a envie est essentiel parce que, par exemple, si tu prends quelqu'un qui est un petit peu fatigué et que tu lui fais un process avec un fonds de private equity qui va lui demander d'aller beaucoup plus loin, en fait, ça ne va probablement pas fonctionner. À l'inverse, si tu proposes à des fonds que lui cède l'ensemble de ses actifs mais continue à travailler dans l'organisation, ça ne va pas fonctionner non plus, que les fonds lui dire « mais attends, tu n'as plus de skin in the game », comme ils disent, tu n'es plus actif dans ce projet. Donc c'est vraiment le premier sujet. Après, notre métier de professionnel, c'est de dire « bon, cette société, elle est vendable, elle n'est pas vendable, le timing est le bon, le timing n'est pas le bon ». Tu peux aussi bien faire, et c'est ce qui a évolué dans les dernières années, une opération industrielle ou une opération avec des fonds de PE sur des sociétés en perte ou en profit. Donc oui, il y a l'EBITDA. Toi, tu es dans un business de service, donc c'est normal qu'on soit profitable. Dans un business de logiciel, très souvent, tu as une analyse de la combinaison entre croissance et rentabilité qui est un peu plus subtile que dans le service. Il y a des fonds qui savent très bien faire exactement le même type d'opération que ce qu'a fait Vincent sur des sociétés de logiciels. Donc, je dirais que le spectre du faisable est extrêmement vaste maintenant. La profondeur des potentiels acquéreurs en Europe comme aux US a énormément augmenté sur les 15 dernières années. C'était très différent, même il y a 10 ans. Et la vraie question à se poser, c'est regarder la valeur intrinsèque de l'actif, de la société, de sa technologie, et d'essayer de l'emmener le plus loin possible. Ce qui s'est passé, je finirai là-dessus, si tu regardes le secteur technologique européen depuis une vingtaine d'années que je suis, c'est qu'au début, on avait des feature companies, c'est-à-dire des petites sociétés qui faisaient finalement un petit bout d'une chaîne de valeur. Tu commences à avoir des plateformes qui sont des sociétés de grande taille, qui ont une valeur de plusieurs milliards, qui gèrent des centaines de millions de revenus, des Cegid, etc., des gens comme ça, qui commencent à structurer une industrie technologique qui n'existait pas ici il y a ne serait-ce que 10 ans. Donc, il faut bien réfléchir au fait, voir que le champ des possibles, chaque année qui passe, ne cesse de s'accroître. Et je pense que pour les jeunes entrepreneurs, c'est une chance extraordinaire par rapport à ce que leurs aïeuls, il y a 10 ans ou 20 ans, avaient, où finalement, ils avaient une portion infime de ces options. Merci à tous. On va conclure là-dessus. Peut-être un dernier petit tips de la part de chacun. Quand il y a un dual track qui arrive, qu'est-ce qu'il faut regarder, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête? Déjà, prenez un conseil. C'est vachement important. Il y a des choses qu'on sait faire, il y a des choses qu'on ne sait pas faire. C'est un peu le good cop, bad cop quand on est en égo. C'est important d'avoir quelqu'un qui va travailler derrière. Un conseil M&A, un conseil juridique, c'est très important. Fermez pas trop de portes, signez pas d'exclus trop rapidement, ouvrez pas le capot trop vite parce que on voit aussi des gens mal intentionnés qui font de la due diligence juste pour regarder comment vous travaillez et quelle est un petit peu votre secret sauce et qui n'ont aucune intention de vous acheter. Et donc ça, faut y faire attention aussi. Ça, c'est vraiment mon petit conseil. Il y a beaucoup de gens qui font signer des LOI, demandent une exclusivité et vont pas au bout. Et Vincent, peut-être pour finir, parce qu'on dépasse un peu. Non, même deux conseils. Premier conseil, travailler avec Clipperton pour le dual track. Et ensuite, vous prenez vos proceeds et vous les mettez chez Natixis pour faire des bonnes perfs. Et plus sérieusement, je pense que non, c'est très sérieux, mais à part ça, je pense que quand on est entrepreneur, on n'est pas formé au M&A, on n'est pas expert dans les cessions et dans les acquisitions. Donc il faut
très vite monter en compétences. Et c'est pour ça que c'est important de s'entourer d'un très bon conseil juridique, des avocats fiscalistes, des conseils M&A. Je vous conseille aussi, si vous travaillez avec un fonds, j'espère qu'il n'y a pas de fonds ici présents parce qu'ils ne vont pas être contents de ce conseil, mais travaillez aussi avec des conseils sur les management packages pour bien négocier vos incentives et donc votre manpack. Ça aussi, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Et après aussi bien se mettre d'accord avec ses associés parce que parfois au sein il y a 2, 3, 4 associés, certains veulent aller avec des industriels, d'autres avec des fonds et donc il faut réussir aussi à convaincre ses associés de la bonne décision. Merci à tous. Tu peux dire juste un mot, on a dépassé déjà 2 minutes. Tu veux dire un dernier mot ou pas? Ouais, je pense qu'il faut, pour rejoindre ce que vous dites tous les deux, il faut être humble et lucide, je pense. Quand on fait une opération d'adossement, de cession, c'est un moment très important, peut-être le plus important de la vie d'une société et d'un entrepreneur qui n'aura pas 10 projets dans sa vie. Soyez humble et lucide, regardez les choses, essayez d'éliminer l'ego, l'émotion, ces choses-là, parce qu'à la fin, c'est un problème à résoudre. Et il y a des solutions, il faut prendre des conseils et le regarder de cette manière-là. Mais ça, je pense que c'est une règle de vie avant tout, non? L'émotion, c'est bien aussi. Merci à tous. Merci beaucoup.